maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Dauby, que vous connaissez tous ici dans la salle, qui est PG en hématologie, et il va nous parler de l'application de l'intelligence artificielle en cytométrie de flux. Et donc, Valérie, je te laisse la parole. Merci. Voyez-vous, l'ironie du sort veut que je vous parle de cytométrie en flux, alors qu'actuellement, je n'ai validé aucun test de cytométrie en flux, mais d'un côté, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, j'ai un regard d'observateur naïf dans tous les sens du terme. Et bon, on va pas se le cacher, on est samedi après-midi, donc on va faire les choses de façon agréable. Je vais vous emmener un peu dans le parcours que j'ai suivi à ce niveau-là. Et donc, ce n'est pas une blague, mais on arrivera à parler de sondage d'opinion, de fantômes et même de Carl Lewis. Vous comprendrez pourquoi. Bref, revenons à la base. Finalement, qu'est-ce que la cytométrie en flux? Si on analyse les noms, ça parle de cytométrie, donc de cellules, de mesure d'éléments sur la cellule, et en flux, pourquoi? Parce que les cellules vont être emmenées dans un liquide. Et en gros résumé, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une source de lumière, la cellule va passer devant la source de lumière, et va modifier, grâce à cela, ce fameux rayonnement. Et vous voyez qu'il y a différentes choses qu'on peut avoir de façon basique. J'aime bien le dessin qui est tout en bas, qui fait dans le plus simple et le plus clair. La première chose, la lumière va être perturbée par la taille de la cellule, donc on va pouvoir avoir une idée de la taille cellulaire. Et cette lumière va également être réfléchie par les composants intracellulaires, captés par des capteurs situés en perpendiculaire à la cellule, et donc on aura également une idée sur la complexité cellulaire. Donc tous les cytomètres de base vous donneront ça, la taille et la complexité, et vous permettra déjà de faire des petits classements comme sur l'image que vous voyez, on peut reconnaître les granulocytes, les monocytes, etc., etc. Les techniques ont bien sûr évolué, et maintenant on va préincuber les cellules avec des anticorps, les fameux CD, Cluster of Differentiation, anticorps qui sont liés à des molécules fluorescentes. Et donc, en passant devant la source lumineuse, si les anticorps se sont liés à la cellule, on va nous avoir un signal lumineux qui nous permettra d'avoir une idée de la quantité des anticorps qui sont liés à ces cellules. Donc finalement, que nous offre la cytométrie? Un ensemble de données. J'ai une cellule qui passe, j'ai des informations sur sa taille, sur sa complexité et sur une série d'anticorps qu'elle possède. Dans les cytomètres qu'on a au laboratoire, on a en fait 10 canaux, donc on a 12 informations, taille, complexité et les 10 clusters de différenciation différents. Et actuellement, comment est-ce qu'on va analyser ces données? C'est ce qu'on appelle l'analyse supervisée. Alors ce qui est bien, c'est que je ne dois plus vous expliquer ce que c'est maintenant l'analyse supervisée grâce à l'orateur précédent. Mais en gros, on va aller par exemple chercher toutes les cellules, regarder le CD45, se dire est-ce qu'il exprime ou pas. S'il n'est pas exprimé, ce ne sont pas des globules blancs, on ne va pas s'en intéresser. S'il est positif, on va continuer avec ces cellules, et s'il est diminué, ça nous donnera d'autres informations. Et donc, on va faire une série de ce que j'appelle arbre dimensionnel, mais uniquement en 2 dimensions, à partir d'un premier graphique, un fameux XY, on aura donné dedans 2 données. Si vous voyez le premier, donc c'est le fameux CD45 et la taille de la cellule. On va sélectionner une région qu'on appelle le fameux gating. On va reprendre cette région puis dire je vais faire un deuxième graphique XY où cette fois-ci je vais regarder le CD19 par rapport au CD45 et puis je reprends mes cellules. Bref, ce sont chaque fois des graphiques à 2 dimensions, donc on ne prend que 2 variables en même temps pour expliquer ce qui se passe. Et à la fin, on va vous donner des résultats qui seront du style les cellules expriment à 19%, le CD1 tel, à 23%, le CD1 tel, etc., etc. Alors ce sont des techniques qui évidemment historiquement sont très importantes, mais qui ont leurs limitations. Alors, différents articles, spécialement ceux qui défendent l'utilisation du data analysis dans la cytométrie, vont vous dire qu'il y a des limites. Évidemment, parmi celles-là, on a toujours le fait que ça dépend de l'utilisateur qui va plus ou moins connaître la matière. Ça va dépendre aussi du nombre de paramètres. Si vous voyez actuellement, donc si je prends notre cytomètre avec 10 canaux, on va avoir un nombre de graphiques qui est gérable. Les cytomètres augmentant au niveau des nombres de canaux, si on arrive à 40, vous aurez jusqu'à 700 graphiques à gérer. Humainement, c'est complètement impossible. Si vous calculez 1 minute par graphique, je vous laisse faire, mais ça en a pour des jours. Il y a plein d'autres éléments qui interviennent ainsi, et dont un qui est parfois plus compliqué à comprendre au niveau de l'analyse multivariée. J'ai déjà sorti le mot, et donc je voudrais juste qu'on s'amuse à faire dans la tête un petit exercice, mais je me dis que c'est peut-être la meilleure façon de le voir. Et donc je vais vous demander simplement d'imaginer une personne qui est assise devant un tableau. Vous gardez cette image dans votre tête. Donc c'est quelqu'un assis positif et tableau positif. On passe à un cas suivant où je vous demande d'imaginer quelqu'un qui est assis, en train de lire, simplement. Troisième petit cas, prenez quelqu'un qui est en train de lire, mais qui est de petite taille. Vous imaginez quelque chose. Et dernier élément, vous prenez quelqu'un qui est de petite taille et qui a moins de 12 ans.
Je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus, mais je reste quasi persuadé que sur les 4 figures, vous avez vu 4 scénarios différents, 4 personnages différents. Or, si je remets tout ensemble, une personne de moins de 12 ans en train de lire un livre assis devant un tableau, ben on aura tous pensé, ou quasi tous pensé à ça. Et je ne pense pas que dans les 4 cas précédents, on y ait pensé. Le fait d'intégrer toutes les données ensemble, de faire cette analyse multivariée, vous donne une vue beaucoup plus globale et beaucoup plus complexe de ce qui se passe, et probablement plus juste aussi. C'est un autre exemple. Si vous voulez visiter, je ne sais pas, un château qui vous plaît, vous avez vu souvent beaucoup de photos, et puis vous arrivez à l'endroit et vous dites « Ah oui, je ne l'imaginais pas comme ça ». Parce que vous avez cette fois-ci tout pris dans sa globalité. Et c'est ça l'intérêt des analyses, de passer de ces analyses 2 dimensions XY à des analyses à plusieurs dimensions, c'est de pouvoir tout avoir dans sa globalité, et finalement d'avoir une image complète, globale, je répète le terme, mais qui est probablement plus correcte. Et donc pour ça, je reviens à la définition de la cytométrie en flux. C'est assez petit ici, mais je crois que ça se voit bien là-dessus. Il y a des termes qui me titillent, je veux dire, c'est ainsi. Si vous regardez dans les définitions, vous avez le multiparamétrique, vous avez mesure simultanée de plusieurs caractéristiques, donc j'ai déjà sorti le mot. Ici, ce qu'on doit faire, c'est utiliser les analyses multivariées. Alors, c'est un mot qui fait peur, je comprends, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, mais il ne faut pas finalement s'effrayer tant que ça. Si on regarde ce que c'est qu'une analyse multivariée, on voit que c'est des outils statistiques, donc tels qu'on les connaît, mais qui sont utilisés pour plusieurs variables et qui vont permettre d'avoir une image synthétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la personne assise sur un banc en train de regarder un tableau, etc. etc. Donc, il existe ces méthodes qui sont là, qu'on va pouvoir utiliser pour la cytométrie en flux. Elles existent à différents niveaux. Il y a les méthodes descriptives, je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans le 2e titre à droite, mais ce n'est pas grave. Donc, les méthodes descriptives, ce sont des méthodes dans lesquelles on va prendre l'ensemble des données et parmi les différents paramètres qu'on a, il n'y en a pas un qui va être plus important que l'autre. On va tous les étudier avec le même poids. Et dans ces études-là, il y a notamment l'ACP, qui était dans le titre et qui est celle que je vais vous montrer ici. Il y a d'autres méthodes qui existent, les méthodes qui sont explicatives, régression multiple, etc., etc. C'est les fameuses régressions linéaires à plusieurs dimensions, telles qu'on a l'habitude de voir, mais qui nous intéressent moins dans ce cas-ci. Et donc l'idée ici, c'est d'utiliser les analyses en composantes principales. Pourquoi celle-là? La petite anecdote, elle est assez simple, en tout cas pour moi, c'est que lorsqu'on m'a présenté le fonctionnement du cytomètre en flux, j'étais pour d'autres études en train de travailler sur l'ACP, je me suis dit, tiens, ça semble correspondre, pourquoi ne pas les analyser? Il existe différents types de méthodes en composantes principales, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ça ne sert pas à grand-chose, mais juste à nouveau pour la petite anecdote, ce sont des méthodes assez récentes. Les premières, les fameuses ACP, qui sont donc tout à fait à gauche sur le graphique, ont été développées dans les années 60, et en fait, c'est une chose que vous rencontrez innocemment régulièrement. Vous savez, quand on a ces questionnaires, on vous dit, tiens, est-ce que vous êtes content de ceci, oui ou non? 0, je n'aime pas, 10, j'aime au maximum, mettez un chiffre entre 0 et 10. Eh bien, les analyses de ces questionnaires, ce sont des ACP qui sont cachés derrière. Et l'idée de ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à suite à toutes les questions que vous avez, on va créer des profils de personnes. On a un groupe de personnes qui ont un tel profil suite à la réponse, un autre groupe de personnes qui ont un tel profil. Et donc, si on veut rajouter une personne, on sait déjà qu'avec quelques éléments, ah oui, elle sera dans ce profil-là, ou elle sera dans ce profil-là. Et donc, on peut très vite caractériser ça sur, je répète ce mot de profil, mais donc sur un ensemble de caractéristiques de la population. Et juste pour votre info, à nouveau, les toutes dernières qui sont à droite, c'est même des techniques qui ont été développées dans le début des années 2000, donc on est de nouveau dans quelque chose d'assez proche. Je vous avais dit qu'on parlait de sondage d'opinion, on y était. Si je prends les lymphocytes passés en cytométrie en flux dans 2 cas, le cas d'un patient tout à fait sain et le cas d'un patient présentant une LLC, voici les résultats qu'on a. Je fais exprès de prendre un peu de temps, je suis sûr que la majorité d'entre vous, et moi également il y a quelques mois, voient ça et on se dit c'est très joli, c'est pas la même chose, mais comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Et donc là, c'est un problème auquel on va faire face. Ici, pour les ACP, je vais presque vous dire on a une chance et que j'ai un peu travaillé sur le sujet, donc je vais vous les expliquer. Mais c'est un élément sur lequel je voudrais rebondir à la fin de cette présentation, c'est évidemment cette difficulté d'interprétation. Donc, je reviens aux ACP. Quel est le principe d'une ACP? Je vous ai dit, si on avait un système où on n'a que 2 variables, on met ça sur un graphique à 2 dimensions, pas de problème, sur l'écran, on voit ça très bien. Si on a une 3e variable, on met chacun de nos points dans un système à 3 dimensions, on commence à le faire tourner sur l'écran, on peut encore imaginer ce qui se passe. Si on rajoute une 4e variable, un graphe à 4 dimensions, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, et ici on va jusqu'à 12. Si vous êtes capable de voir un système en 12 dimensions, dites-le moi, parce que humainement, c'est impossible. Je fais encore un petit aparté, vous constatez que j'aime bien. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est une 4e dimension, je vous conseille la lecture du livre Flatland de M. Abbott, qui est une satire de la société victorienne, mais qui raconte l'histoire d'un monsieur qui vit dans un univers à 2 dimensions,
et qui rencontre quelqu'un vivant dans un univers à 1 dimension et une autre personne vivant dans un univers à 3 dimensions. Et donc il vous permet un peu d'approcher ce que c'est que cette dimension multiple, et accessoirement, de façon très rationnelle, il vous explique aussi l'existence des fantômes, ce qui peut toujours être assez sympa à lire. Bref, revenons à quelque chose d'un peu plus scientifique. L'idée donc des ACP, c'est de prendre un système à n dimensions, 12 dans notre cas, et d'essayer de le fondre, de vraiment le plaquer sur un système à 2 dimensions. Encore une fois, c'est des choses qu'on fait très régulièrement. Quand vous prenez votre smartphone pour faire une photo, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un monde en 3D, vous allez le mettre en 2D. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver, si vous voulez prendre en photo, je ne sais pas moi, une tasse que vous avez ou quoi, c'est de trouver un angle qui vous permet de reproduire la chose de la meilleure façon possible, en gardant le maximum d'informations. Et ça, c'est un élément important qu'il faut retenir dans ces techniques, c'est que si l'on prend un système à 1 dimension qu'on le met en 2 dimensions, on va forcément perdre de l'information. Mais le but de la méthode, c'est d'essayer de trouver un angle de vue pour perdre le moins possible d'informations. Mais encore une fois, on n'aura pas 100% de l'information qui est contenue dans notre système. Donc voici une visualisation, on passe de système de nombreuses dimensions à 3 dans ce cas-ci, 2 le plus généralement. Et donc on va organiser tout ça autour d'axes qu'on appelle les axes principaux, d'où ces méthodes, ou composants principaux, d'où le nom de ces méthodes. Analyse en composantes principales. Je ne vais pas vous embêter trop avec les maths, mais ceux qui me connaissent savent que j'aime bien le mettre. Juste pour vous dire que l'idée qui est là derrière, c'est simplement de minimiser des distances dans des triangles rectangles. Bref, c'est l'utilisation de Pythagore. Pythagore qu'on a appris quand on avait 15 ans, nous sert même jusqu'ici. Pour vous expliquer l'interprétation des résultats, je prends l'exemple que vous allez pouvoir trouver partout sur Internet, c'est le cas classique, mais qui est finalement assez aisé à comprendre. On part d'un ensemble de résultats, ce sont des décathloniens, et on prend pour chacune des épreuves du décathlon le résultat de chacun de ces personnes. Et on rajoute des données qui ne serviront pas dans le calcul, mais qui permettent d'expliquer ce qui s'est passé, notamment les points qu'ils ont marqués, leur position au classement, et dans quelle compétition il y a lieu, les Jeux Olympiques, ou, paraît-il, des Castars, que je ne connaissais pas, qui est le top du top après les Jeux Olympiques pour les décathloniens. Si on applique tout le calcul de l'ACP, voilà le genre de choses qu'on obtient. Il y a 2 choses qu'on obtient, celui-ci le graphe des variables, et puis vous verrez le graphe des individus. Le graphe des variables va nous permettre de comprendre quel est le lien entre nos différentes variables. Toutes les flèches qui sont très proches l'une de l'autre, comme sur le côté droit, vous avez le lancer du disque, le saut en longueur, si je ne me trompe pas, le lancer du javelot. Ce sont des variables qui sont proches l'une de l'autre, et ça veut dire donc qu'elles sont extrêmement corrélées. Quelqu'un qui est bon au saut en longueur sera bon au lancer du poids. Si vous prenez les flèches de l'autre côté, par exemple le 100 mètres ou le 110 mètres V, comme elles sont à 180 degrés des premières flèches, ce sont des choses qui sont corrélées différemment. Donc autant quelqu'un sera bon par exemple au lancer du poids, autant il sera mauvais entre guillemets au 100 mètres. Et puis si vous prenez ce qui est à 90 degrés, donc par exemple 1500 mètres avec le lancer du poids, ce sont des variables qui sont totalement indépendantes. Quelqu'un qui court bien le 1500 mètres pourrait être bon au lancer du poids ou mauvais au lancer du poids, ça n'a aucun rapport. Et sur ces axes, on va mettre différentes informations. Vous voyez ici des pourcentages. En fait, ça vous montre la quantité d'informations qu'on a pu conserver notre jeu de données. Le premier axe comporte 41%, le deuxième 18%. Si je fais la somme des deux, j'arrive environ à 60%. Donc 60% de l'information de mon jeu de données est repris dans ce graphique-là. Et si vous regardez bien, quand on analyse aux différents axes possibles le pourcentage de données, vous voyez qu'à partir du troisième, il me reste 12%. Au-delà du troisième, j'ai très très peu d'informations. Donc, à la limite, je n'ai pas besoin de regarder ce qui se passe là-bas. Je vais me contenter de regarder ce qui se passe avec mes 2 premiers axes. Et donc, dernière étape, ce qu'on fait, toujours en utilisant les mêmes axes, on va venir placer nos différents points, nos différents athlètes, et on va pouvoir, en couplant ça avec les variables, comprendre ce qui se passe. Par exemple, tout en haut à droite, M. Clé, on voit qu'il est tout en haut, donc au niveau des 1500 mètres qui sont bons, donc vers la flèche 1500 mètres, c'est quelqu'un qui doit être sûrement très très bon 1500 mètres, mais comme il est proche de l'axe vertical, il est assez neutre que ça soit en longueur ou au 100 mètres. Et donc vous pouvez, en positionnant votre athlète, voir où est-ce qu'il se trouve dans la catégorie, est-ce qu'il est bon à telle ou telle épreuve, et il va pouvoir s'améliorer dans l'une ou l'autre épreuve où il est moins bon. Et vous pouvez voir, notamment sur le graphique à droite, sur le graphique à droite, on a rajouté des athlètes qui ne participent pas au concours, c'est par exemple celui qui s'entraîne, qui fait ses mesures, et vous voyez, moi je me situe par rapport à tel athlète ou par rapport à tel athlète, lui il a gagné, si je participe au concours, ok, je vais pouvoir gagner. Et donc ça nous permet vraiment de relier en un seul graphique les qualités que présentent les éléments par rapport à nos variables. C'est ceci. Donc ça, évidemment, c'est l'image de rêve qu'on aimerait bien avoir quand on fait de l'ACP, c'est-à-dire tous les éléments groupés dans différents clusters. Et là, évidemment, vous avez des profils très particuliers que vous pouvez analyser.
Mais évidemment, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Je vous avais dit qu'on parlerait de Carl Lewis, je reviens dessus maintenant pour une petite anecdote, parce que quand j'ai eu ça, je me suis souvent posé la question, si vous regardez bien, quelqu'un qui est à droite, qui est très fort au 100 longueur, n'est pas bon au 100 mètres d'après les flèches. Et moi, dans ma jeunesse, je me souviens de Carl Lewis, le dieu du stade, qui avait gagné 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et si je me souviens bien, il a gagné au 100 mètres et au 100 longueur. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comment se fait-il que quelqu'un qui est bon au 100 longueur n'est pas bon au 100 mètres d'après leur graphique? Et en réfléchissant, je me suis dit, n'oubliez pas qu'on travaille avec des chiffres. Quand vous sautez loin, vous aurez un grand chiffre. Et quand vous courez vite au 100 mètres, votre chronomètre sera petit. Vous aurez peu de chiffres. Et donc il faut toujours faire attention à ce qu'on mesure, à ce qu'on regarde dans ces graphiques. Quelqu'un qui est bon au 100 mètres va se trouver du côté bon, enfin pour vous, ouais, dans ce sens-là, va se trouver du côté du 100 longueur, puisqu'il aura fait un temps très faible au niveau du 100 mètres. Et donc, il faut toujours bien faire attention à l'interprétation des graphiques qu'on a quand même là derrière. Maintenant que vous connaissez un peu les analyses en composantes principales, je vais vous montrer les résultats qu'on a obtenus, mais juste un petit détail, mais qui a son importance, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on fait ça. On a Kaluza. On choisit dans Kaluza, donc le logiciel, les lymphocytes. On peut, par un simple clic droit, sauver toutes les données numériques en affiché CSV. Après ça, vous avez un code R, celui que j'ai entouré, qui prend 3 lignes. Vous appuyez sur Run, le programme R met 1 minute. Donc en gros, les résultats que je vous présente ici prennent même pas 1 minute d'analyse. C'est quelque chose d'extrêmement rapide. Donc si on reprend les résultats que l'on a avec un centre tout à fait normal, ben, vous voyez les différentes variables. Maintenant, vous comprenez. Par exemple, à la verticale, en haut, on a tout ce qui concerne la taille et la granularité. Et vous voyez que les points qui seront placés très haut dans notre graphique sont des points de cellules très grandes et de granularité importante. Donc, vous voyez ici, vous avez sur la moitié supérieure de l'axe toute une série, de cellules qui sont probablement plus grandes que celles sous l'axe. Ce qui est très intéressant, c'est cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on voit que sont extrêmement corrélés toute une série de marqueurs, CD19, CD20, CD22, kappa, lambda, etc. Ce sont des marqueurs de maturation des lymphocytes B. Et si je regarde ça avec ma coupe, alors ici, désolé pour les personnes qui sont online, mais je vais utiliser le pointeur. Quand on regarde toute cette partie-ci, finalement, tout ceci, c'est ma masse de lymphocytes B qui sont situés là. C'est eux qui expriment les marqueurs de maturation des lymphocytes B. Et toute la masse que l'on a ici, ce sont des cellules qui n'expriment pas les marqueurs lymphocytes B. Et si vous regardez, vous avez un petit CD5 qui traîne dans le bas du cercle, c'est probablement toute ma masse de lymphocytes T qui se trouve à cet endroit-là. Si je regarde maintenant ce qui se passe avec un cas de leucémie, et là c'est quelque chose, je vous avoue que je n'arrive pas encore à expliquer tout ce que j'observe parce que c'est évidemment assez complexe, mais il y a quelque chose que j'appellerais vraiment de pathognomonique. Je ne trouve ça que dans les LC, mais regardez ce qui se passe avec vos axes. On a toujours le groupe des CD20, CD22, CD19 d'un côté, et d'un autre côté, le groupe parlant de la granularité et de la taille. Mais vous voyez que j'ai une image complètement en miroir de ma précédente. Dans toutes les pathologies que j'ai analysées ici, je ne retrouve ça que dans les LLC. J'ai donc ici une image, au bout de quelques secondes, où je peux vous dire, si je veux encore ça, j'ai affaire à une LLC. Point. Et ce qui est assez intéressant, si vous comparez ce qui se passe dans la première image et dans la deuxième, vous voyez que dans la première image, mes axes kappa et lambda sont identiques, sont l'un ensemble, ils sont extrêmement corrélés. On les retrouve ici. Regardez dans la deuxième image, mon axe kappa est avec mes marqueurs lymphoïdes, lymphoïde B. Par contre, mon lambda, il a totalement disparu. Il se retrouve ici ailleurs. Et si je regarde ce qui se passe dans le dossier, qu'est-ce qu'on constate ? Voilà ici l'image. On voit que c'est un cas de leucémie lymphoïde chronique avec une expression monoclonale de kappa. Dans mon image, je retrouve cette expression monoclonale puisque le lambda n'intervient quasi plus, mais le kappa est emmené avec tous mes marqueurs lymphocytaires. Et donc, rien qu'avec cette image, je peux en effet vous dire que j'ai une population lymphocytaire monoclonale kappa. Et si vous regardez sur l'ensemble des points et que vous suivez les flèches, zut, je ne sais pas comment je recule. Oui, c'est ça. Voilà, ma population se trouve exactement ici. Un autre exemple de leucémie lymphoïde chronique. Ici, j'ai un cas où on retrouve une expression aberrante du CD5 sur mes lymphocytes. Et si vous regardez, le CD5 habituellement était toujours situé du côté opposé de mes CD20, CD19. Ici, pardon. Et si vous regardez sur cette image-ci, cette fois-ci, le CD5 est du même côté, du côté positif. Et en effet, je vois que mes cellules expriment le CD5. Donc à nouveau, mon graphique va me montrer le lien qui existe entre mes variables et mes cellules. Et petit dernier cas que je voudrais vous montrer, voilà. C'est un cas ici où on a une
expression diminuée du CD20 et du CD22. Et si vous regardez à nouveau ce qui se passe au niveau de mes vecteurs, vous voyez que les vecteurs ont diminué de taille, sont devenus beaucoup plus petits au niveau CD20 et CD22. Donc à nouveau, mon système va m'exprimer ce que je constate par mes analyses classiques. Si vous lisez le dossier, vous voyez également, on met que les rapports kappa lambda sont tout à fait interprétables. Et si vous comparez à tout ce que j'ai eu pour le moment, mes axes kappa lambda existent à deux ensemble, mais ils sont dans une direction qui est tout à fait différente de ce que j'ai observé jusqu'à présent. Et donc, vous voyez que je vous donne quelques exemples. Je ne vous dis pas que tout s'interprète aussi facilement. Il y a encore plein d'autres que j'essaie de comprendre l'interprétation. Mais avec ce petit processus de calcul qui me prend 2-3 minutes, je peux généralement déjà avoir, dans beaucoup de cas, une idée de ce qui se passe. Alors, évidemment, on n'est pas les seuls à avoir utilisé ces techniques. J'ai fait un petit peu la littérature. Et si vous regardez, d'autres ont déjà utilisé les ACP. C'est le premier dessin de mon système. Le seul regret que j'ai, c'est que les gens qui utilisent ces méthodes ACP travaillent surtout en nuage de points, ce qui est très bien, mais ce qui est pour moi beaucoup plus difficile à interpréter, alors que si on parle en axe, comme vous voyez, on a tout de suite des choses qui sortent de façon intéressante. Mais évidemment, ce ne sont pas les seules techniques qui existent. Vous avez le fameux Tisney, qui est aussi une autre façon de déterminer, de transformer un système multidimensionnel en un deux-dimensionnel. Vous avez FlowSum, ce sont des choses qui sont disponibles et sur lesquelles on est en train aussi de travailler au laboratoire, et là qui parle plus d'organisation sous forme d'ARP, un peu d'arbre phylogénique entre les cellules. Et si vous faites la suite de la littérature, je ne vais pas vous lister tout ce qui existe. Vous avez nombreuses techniques qui existent, avec entre parenthèses les logiciels qui sont là derrière. Ce n'est pas le but, ni d'ailleurs l'intérêt de développer ça ici, et on n'est pas vraiment des mathématiciens, on est plutôt des biologistes, donc ça n'a aucun intérêt pour nous de développer ça. Mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est ce qui sortait également comme analyse. Vous voyez qu'au niveau du nombre de logiciels de cytométrie qui sont sortis sur le marché ces dernières années, on voit qu'il y a une quasi-explosion à partir de 2014, principalement parce qu'on sort de plus en plus de logiciels d'analyse non supervisée multivariable. Si vous regardez sur le graphique en haut à droite quelles sont les bases qui servent à la fabrication, au codage de ces logiciels, ben vous voyez que plus de la moitié concerne le logiciel R. Vous pouvez ajouter Python à peu près 20%. Pourquoi je relève ça? Outre le fait que ces logiciels sont gratuits, ce sont surtout des open source, donc ce sont des systèmes où le code qui est caché derrière, vous pouvez aller le voir et vous pouvez le modifier si ça vous intéresse. Donc ce sont des logiciels qui sont extrêmement puissants, extrêmement malléables par tout le monde. Mais le seul problème, et c'est le graphique qui est en bas, c'est dans ce sondage, on a demandé parmi tous les cytométristes, entre guillemets, combien d'entre vous utilisent ce genre de logiciel? Vous voyez que plus de la moitié, bon c'est un sondage je crois américain, bref, mais plus de la moitié n'utilise aucun de ces logiciels à multivariables d'analyse non supervisée. Si on prend ceux qui l'utilisent rarement, on arrive quasiment à des 80%. Donc actuellement, très très peu de laboratoires et de personnes qui font de la cytométrie vont utiliser ces logiciels qui apportent pourtant une plus-value. Et je me suis un peu posé la question, et ça sera finalement un peu la conclusion de cette présentation, c'est que si je reviens à mes images précédentes, ou si je reviens au tout début, quand je vous ai montré les premières images des résultats en ACP, où je vous ai dit, je vous laisse un petit blanc pour regarder ça, on ne sait pas les interpréter. Le gros problème de ces analyses, vu de notre point de vue, c'est qu'elles donnent sûrement des résultats très intéressants, très complets, mais avec des figures que finalement, on ne comprend pas. Des choses que les mathématiciens vont pouvoir lire, mais nous sommes actuellement incapables de lire ça. Et donc, je crois que pour l'évolution de ces techniques et pour l'application chez nous de ce genre de techniques, il serait important de trouver une interface, je vais dire ça ainsi, entre les résultats et le développement de ces mathématiciens et nous, afin que nous puissions comprendre ce qu'il y a derrière. Et je crois que c'est vraiment le défi des prochaines années dans ces études multivariées, dans ces intelligences artificielles, c'est qu'il faudra bien voir le public auquel on s'adresse et être capable de leur parler en termes ou en images que eux comprennent. Et je voudrais remercier évidemment plein de gens qui m'ont aidé dans ce travail et qui se reconnaîtront. Merci beaucoup Valérie. Je dirais que ta créativité n'a aucune limite. Et donc, je voulais d'abord poser des questions à la salle. Si vous avez des questions, des remarques, que ce soit les hématologues célèbres qui sont présents dans la salle, les biologistes ou autres, est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que les gens qui ont... Anne? Est-ce que les gens qui ont développé le Calusa sont intéressés par ce type d'implémentation? J'avoue qu'il faudrait leur demander, mais oui, sûrement, parce que
encore une fois, comme j'expliquais, vu le développement du nombre de canaux des technologies, la technique qu'on utilise actuellement va devenir tout à fait obsolète, inutilisable. Et donc, oui, c'est sûrement ce genre de programmation qui pourrait les aider, surtout si on a déjà fait une bonne partie du travail ou de l'analyse. Oui, oui, ça ne m'étonnerait pas. Ça n'engage que moi, mais je suppose que oui. Non, ça doit être vraiment très intéressant. Ça simplifie, enfin... Voilà, alors il faut bien se dire que tous les cas ici, je vous ai montré les plus beaux cas, je vous ai montré ce qui se passe en général, il y a certains cas où je ne note rien, mais c'est ce qu'on discutait, ça prend 3 minutes. En 3 minutes, dans certains cas, on peut se dire, on a ce qu'il nous faut comme information importante. Un premier tri. On analysera ça en détail peut-être après, mais donc ça permet déjà de répondre, d'écrémer toute une série de choses assez rapidement. D'autres questions dans la salle? À distance, peut-être? Oui, une question de notre ami Francis Corazza. Merci beaucoup Valérie. Une des limitations et un risque de l'ACP est la non-détection d'événements rares. Y a-t-il des outils permettant de réduire ce risque? Honnêtement, pas à ma connaissance. J'avoue que je ne me suis pas posé la question, donc non, je ne saurais pas répondre. Il faudrait que je vois ça. Mais il a tout à fait raison. Mais donc je reviens toujours à cette idée, c'est un travail d'élagage en gros pour le moment que ferait l'ACP, mais pour les événements rares, ça ne marchera pas en effet. Trop de cellules sont présentes pour ça, et donc, mais ça doit être une autre méthode, mais je veux que ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre quelle méthode utiliser.